Donc, le webinaire vaut des clics sur l'enquête 2013 sur les ressources numériques en bibliothèque. Donc, comme tous les ans, depuis maintenant 2 ans, donc c'est la 3e édition de cette enquête, nous avons fait et interrogé un certain nombre de bibliothèques sur les ressources numériques. Donc, à l'ordre du jour, plusieurs points. Premier point, une présentation rapide de vos déclics pour ceux d'entre vous qui ne nous connaîtraient pas encore. Deuxième point, les objectifs et le panel de l'enquête. Vous présentez les nouveautés qui ont été obtenues cette année, puisque notre enquête, comme elle est jeune, elle évolue d'année en année. Donc, je vais vous présenter les objectifs qu'on s'était fixés et les bibliothèques qui ont répondu. Troisième point, on va faire un point justement sur les bibliothèques sans ressources numériques. Donc voir un petit peu quelles sont leurs attentes, qu'est-ce qui fait qu'elles n'ont toujours pas de ressources numériques, etc. Quatrième point, les ressources avec ressources numériques. Donc quelles sont les ressources numériques utilisées, comment on les utilise, etc. Un cinquième point particulier sur la médiatisation des offres, qui est donc une extension du point sur les bibliothèques avec ressources numériques. Mais cette fois-ci, on va s'intéresser vraiment particulièrement à la manière dont la médiatisation est faite par les bibliothèques. Et enfin, un petit point sur une notion nouvelle de cette enquête, puisqu'il y avait un questionnaire particulier pour les bibliothèques départementales, donc les BD, et vous ferez rapide là-dessus. Septième point, évidemment, le question-réponse à la fin. Et donc, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voulez. Toutes les questions que vous voulez, et j'y répondrai donc à la fin. Déjà une première question de Monsieur Foucaï, auquel je vais répondre tout de suite parce que c'est vrai que ça va aider à bien comprendre l'enquête. Notre enquête concerne uniquement les BM, donc les bibliothèques municipales et les BDP, bibliothèques départementales de prêt, et pas du tout les BU. Donc les bibliothèques universitaires ne sont pas prises en compte dans notre panel. Alors, un point sur vos déclics. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes une société basée en région parisienne. On a... ok, alors ça bug un petit peu, c'est un petit peu lent. Excusez-moi. On a donc une solution qui est basée sur 5 points principaux. C'est une application qu'on appelle SaaS, donc accessible en ligne, avec un identifiant mot de passe ou une intégration SSO dans le cas pour les bibliothèques où vous auriez des portails. 4 points principaux sur notre produit. La formation et les référentiels, ainsi que les services pédagogiques qui sont faits par notre équipe éditoriale en interne. Donc on est 25 en tout chez vos déclics. On a 11 personnes qui vont s'occuper de créer les formations et les outils qui vont les entourer. La mise à disposition d'outils de reporting pour vous permettre d'avoir un suivi des formations qui sont faites. Et enfin, on va penser au déploiement et à l'intégration. Et donc pour les bibliothèques, c'est principalement l'intégration à l'intérieur de votre portail documentaire et comment on fait pour que les adhérents de vos établissements accèdent rapidement et facilement à vos déclics. Donc c'est une jeune société créée en 2007. On a plus de 18 000 formations disponibles à l'heure actuelle, 25 collaborateurs comme je vous le disais, 4 500 clients institutionnels, d'accord, et parmi elles 200 bibliothèques européennes en France. Aujourd'hui, on atteint les 1,1 million d'utilisateurs finaux. Et on va toucher plusieurs marchés. Les entreprises, les collectivités locales, les universités, les bibliothèques, médiathèques, les centres de formation et le public en direct via www.vodéclics.com. Voilà rapidement sur la présentation de vos déclics au niveau entreprise. Donc,
Premier point, et qui va concerner cette fois-ci directement l'enquête, l'objectif et le panel de l'enquête. Donc, les objectifs de l'enquête 2013, qui font forcément suite à une évolution de l'enquête 2011, enfin des enquêtes 2011 et 2012. Premièrement, notre premier objectif, c'était de renforcer la représentativité du panel de l'enquête. Avoir plus de bibliothèques répondantes et avec des tailles et des situations de bibliothèques plus variées afin d'avoir un retour plus exhaustif de toutes les situations. Nous avons fait, et c'est d'ailleurs une conséquence de ce point précédent, un questionnaire dédié aux bibliothèques départementales de prêt. Ça nous avait été demandé en 2012 et effectivement les bibliothèques départementales de prêt ne rentrent pas dans les mêmes problématiques et n'ont pas du tout la même façon d'utiliser les ressources numériques que les bibliothèques municipales. Donc du coup, on les a sortis, on leur a créé un questionnaire dédié qui nous permet vraiment d'étudier plus précisément le cas de ces bibliothèques départementales. Troisième point, on a rajouté des questions dues à l'évolution de ce que sont les ressources numériques en bibliothèque et ainsi on s'est intéressé de plus près à l'évolution des tablettes, du prêt de tablettes, comme vous le verrez un petit peu plus tard dans la présentation. Enfin, dernier objectif, c'est toujours le même depuis 2 ans, c'est vraiment de proposer un baromètre qui va permettre d'année en année de suivre l'évolution des ressources numériques, de voir comment est-ce que ça progresse ou pas d'ailleurs dans les bibliothèques et de faire un point auprès de vous sur ce qui est fait par vos collègues. Donc, cette année, on a adressé notre enquête à 900 bibliothèques en France, d'accord, donc avec un système de mailing via ce qu'on appelle SurveyMonkey. Bon. En fin d'année dernière et en début de cette année, en vous interrogeant. Sur ces 900 bibliothèques, on a eu 440 réponses. Donc on est vraiment très content du succès et du vrai intérêt qu'on a eu en retour sur cette enquête. Parce que c'est quand même pas négligeable, ça a progressé de 30% par rapport à 2012. Et forcément, par rapport à notre première enquête, on est bien au-delà, on a presque doublé le nombre de répondants. Et donc sur 900 bibliothèques, ça fait presque la moitié de bibliothèques répondantes, donc on est vraiment très très content. Et en plus, forcément, ça renforce grandement la représentativité. Troisième point, et c'est une conséquence directe du nombre de bibliothèques qui ont répondu, forcément on avait des établissements qui étaient beaucoup plus variés en termes de réponses. Et donc on voit ici sur ce graphique, ce dernier graphique, qu'on a vraiment plusieurs types de bibliothèques qui ont répondu. Euh, et on a eu des retours de plusieurs bibliothèques différentes, plusieurs types de bibliothèques différentes. Un panel représentatif au niveau de la France également, puisqu'en fait toutes les régions ont répondu à peu près à armes égales, à l'exception, on a un score qui est un petit peu moins bon dans le sud-ouest. C'est pas critique non plus. Donc on a aussi une bonne représentativité au niveau de la couverture nationale et donc de la couverture régionale, avec des disparités qui peuvent apparaître d'une région à l'autre. Mais le meilleur résultat, je dirais, qu'on ait obtenu, c'est vraiment que cette année, on a une augmentation énorme du nombre de petites bibliothèques qui ont répondu à notre enquête. Donc vous voyez, le comparatif 2012-2013, clairement, une bonne part de l'augmentation qu'on a eue vient des bibliothèques de moins de 10 000 habitants qui ont répondu massivement à notre enquête. Et donc de là, on a une représentativité qui est beaucoup plus forte et on va pouvoir vraiment analyser en fonction des tailles de bibliothèques, enfin plutôt des tailles de population desservies, la différence d'utilisation des ressources numériques. Donc, premier point, situation générale.
qu'est-ce qu'on voit immédiatement? On a 66% des bibliothèques en France proposent des ressources numériques. Donc on est aux 2 tiers de bibliothèques qui proposent des ressources numériques. Mais on voit quand même que dans le deuxième panneau, d'accord, quand on remet ce chiffre en fonction de la taille de la bibliothèque, la taille de la population desservie, on a d'énormes disparités. Hein, puisque, alors c'est assez peu étonnant, on va dire que d'une manière assez intellectuelle, on peut comprendre très facilement qu'une grande bibliothèque va pouvoir proposer plus facilement des contenus numériques qu'une petite. Et donc, on a des bibliothèques de villes de plus de 100 000 habitants qui sont massivement équipées, plus de 90%, alors que sur les villes de moins de 10 000 habitants, on est plus sur un ratio 50-50, ou 55-45 exactement, je crois. Voilà, ce sera intéressant, je pense, l'année prochaine, de faire le comparatif entre le tableau de l'année prochaine et le tableau de cette année sur cette répartition par taille de ville. Je pense qu'on pourrait voir des évolutions intéressantes dans les taux d'équipement des petites communes. On verra ça et on rediscutera de ça l'année prochaine. Donc, point numéro 3, on est sur les bibliothèques sans ressources numériques. Donc, on va s'intéresser ici aux 34% de bibliothèques qui ne sont pas encore équipées de ressources numériques en France. Alors, on voit que on a des disparités importantes en fonction de la taille de la ville, puisque ce sont majoritairement des villes de moins de 25 000 habitants, d'accord, qui n'ont pas de ressources numériques. Donc les petites bibliothèques qui sont bien payées. Mais par contre, à la question est-ce que les ressources numériques présentent une opportunité pour les bibliothèques, on a quand même 88% des bibliothécaires qui n'ont pas de ressources numériques, hein, je vous le rappelle, considèrent que c'est une vraie opportunité et qu'il y a une vraie ouverture là-dessus. Donc on a un faible taux d'équipement à l'heure actuelle, mais des vraies perspectives d'avenir à venir, puisque on a quand même au moins des collègues qui sont curieux. Alors, les facteurs bloquants, qu'est-ce qui fait que les bibliothèques ne se lancent pas sur les ressources numériques? Premier point, c'est le budget. Forcément, vous allez vous en douter. Celui-là, il revient, ça fait 3 ans que, en gros, il revient de manière importante. Convaincre les élus, convaincre la collectivité que les ressources numériques forment une opportunité pour la bibliothèque et donc demander des budgets. Voilà. Euh, Malgré tout, eh ben, dans ces budgets, on a quand même un facteur qui est important, c'est qu'on a 30%, donc des petites villes, hein, en particulier celles qui doivent faire un choix à l'intérieur de leur budget. Je n'ai pas dit que ça n'arrivait pas dans des grandes villes, hein, mais c'est juste que forcément, petite ville, petit budget, il faut faire des choix et on a quand même 30% de ces petites villes, ou 70%, 30% des petites villes qui sont prêtes à réduire l'achat de documents physiques au profit de ressources numériques pour pouvoir se lancer. Hein, et donc ça veut dire à l'inverse, 70% des petites villes qui veulent en fait une augmentation de budget, qui ne sont pas prêtes à remettre en cause l'achat de documents physiques en faveur de ressources numériques. Alors là, on a un chiffre intéressant que je vais devoir commenter. On a encore 43% des bibliothèques qui attendent la mise en place d'un portail documentaire pour lancer des ressources numériques. Je dois dire que ce chiffre-là, en fait, il est assez intéressant. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent, nous, en conversation avec nos clients ou avec nos prospects. J'attends d'avoir mon portail documentaire pour lancer des ressources numériques. Le problème de ça, c'est que forcément, vous prenez énormément de retard dans le lancement de vos ressources numériques, puisque en moyenne, le déploiement d'un portail, et j'attends vos remarques si je me trompe, mais c'est environ entre 18 et 24 mois, hein, entre le début d'un projet et le moment où on va avoir le portail effectivement déployé. Et la prise en main de la part des adhérents des ressources numériques, il faut encore compter 2 à 3 ans, en gros, de médiatisation pour que votre public commence à comprendre
qu'ils ont accès dans la bibliothèque à des ressources numériques. Donc en fait, vous comprenez bien que si vous attendez votre portail documentaire, forcément vous créez un décalage dans le temps sur la proposition que vous faites de ressources numériques, et donc vous prenez énormément de retard. Avec des ressources numériques qui évoluent très vite et des modalités de proposition qui évoluent également très rapidement. Malgré ça, on a des projets de lancement, vraiment, puisque 87% des bibliothèques qui n'ont pas de ressources numériques déclarent avoir un projet. Hein, donc on rejoint le 88% de bibliothèques qui considèrent que les ressources numériques sont une opportunité. Et on en a parmi ces 87, 47% qui ont des délais plus précis, avec des volontés de lancement dans les 2 prochaines années. Donc au moment où on a posé l'enquête, c'est en gros sur 2014-2015. D'accord. Donc vraiment massivement, l'envie de passer au numérique et avec des projets à plus ou moins long terme, suivant les bibliothèques. Alors, qu'est-ce que voudraient proposer les bibliothèques qui n'ont pas de ressources numériques en priorité dans le panel au lancement de leurs ressources? Alors, c'est pas parce que c'est Vodéclic qui fait cette enquête que ça ressort comme ça, mais l'auto-formation arrive, arrive en tête des volontés, d'ailleurs pas que l'auto-formation informatique, mais toute auto-formation confondue. En ceci, on recoupe d'ailleurs les chiffres obtenus sur l'enquête Carrel. Euh, on assiste à une baisse de la quantité de bibliothèques qui veulent se lancer sur de la presse en ligne. Donc on passe de 47 à 29%. Une baisse également de la volonté de se lancer sur de la VOD, puisqu'on baisse de 31 à 20%. Alors ces deux chiffres, je les mesurerai à l'aune du fait que on a beaucoup plus de petites bibliothèques qui ont répondu. Parce que vous avez vu, on a remontré sur les premières slides qu'on avait énormément de bibliothèques de moins de 10 000 habitants qui sont rentrées dans notre panel et qu'on a là affaire en fait à deux ressources qui sont relativement chères et qui donc pour des petits budgets ne sont pas directement envisageables. Donc du coup, c'est vrai que ces chiffres de baisse sont à mettre à l'aune de cette nouvelle donnée sur notre enquête, hein, qu'on peut pas, on vous rend les chiffres qu'on obtient, et donc si on a un panel qui évolue, bah forcément on a des chiffres qui évoluent. Mais ce sera intéressant parce que je pense que l'année prochaine on aura un panel relativement semblable. Et donc du coup, on pourra réellement comparer ces chiffres-là sans avoir ce petit bémol qui pour nous dans l'enquête est difficile à quantifier. Hein, on ne peut pas réellement savoir la baisse de cette demande est due à telle partie de la population de bibliothèque. Troisième point, l'encyclopédie reste la ressource la moins plébiscitée. Hein. Clairement, je pense que la concurrence de Wikipédia se fait très durement sentir. Hein, et ça fait 3 ans maintenant que ça arrive à ces niveaux-là. Alors oui, j'ai deux questions qui me sont posées. Je fais une petite pause ici pour répondre parce que ça fait plusieurs fois que je l'ai. Évidemment, vous aurez à la fin, on vous enverra par email les slides et la vidéo enregistrée de ce webinar. D'accord? Donc, voilà. Donc, nous avons fait le tour pour les bibliothèques sans ressources numériques, hein, très rapidement. Le webinar ici n'est pas fait hein, pour être très très long, puisque je vous le rappelle, on va faire, ou si vous ne le savez pas, nous allons faire une réunion, une conférence durant l'ABF, donc le congrès de l'ABF, le vendredi à 10h30, on a une conférence et le but ce sera au moment de cette conférence de pouvoir réellement échanger de vive voix avec vous, de prendre un peu plus de temps pour rentrer dans les détails des chiffres
Voilà. Donc, si d'ailleurs là, vous avez des idées sur des précisions que vous aimeriez, etc., n'hésitez pas à m'en faire part par message. Ça permettra lors du congrès de la BF de vous faire un retour plus précis sur les demandes que vous nous faites. Voilà, fin de la petite aparté. Nous allons continuer sur les bibliothèques avec ressources numériques cette fois-ci. Euh, Premier point, le nombre de ressources numériques. 76% des bibliothèques disposent d'au moins 3 ressources numériques. Donc on se rend compte que massivement, quand même, quand les bibliothèques se lancent sur les ressources numériques, elles ne se lancent pas sur une seule ressource numérique, mais qu'elles proposent tout de suite un panel de ressources numériques. 55% proposent plus de 5 ressources numériques. Donc là, on arrive déjà dans un catalogue qui est assez étoffé. Et on a 30% des bibliothèques, donc 30% des bibliothèques qui ont des ressources numériques qui proposent plus de 10 ressources différentes. Et 31%, 31% de ces ressources proposées par les bibliothèques sont des ressources gratuites. On a quand même le choix d'aller vers des ressources qui sont payantes, donc potentiellement de meilleure qualité que des ressources gratuites, mais on complète son catalogue avec des ressources qu'on peut trouver et qui sont mises à disposition gratuitement pour les adhérents. Alors, on va rentrer ici pour les bibliothèques qui ont des ressources numériques dans la partie budget. Ce qu'on a vu, c'est une contrainte forte au fait de ne pas se lancer sur les ressources numériques. C'est donc forcément une contrainte forte au moment où on a des ressources numériques. On a des disparités importantes entre les bibliothèques, puisque vous voyez qu'on a séparé les budgets en plusieurs catégories, hein, les moins de 2000, les 2000 à 5000, les 5000 à 10 000, etc. Et qu'on a des résultats qui sont relativement équilibrés en fait sur la répartition sur ces budgets. On a eu entre 2012 et 2013 une forte augmentation des budgets de moins de 2000 euros. Pas parce qu'on a eu une baisse importante des budgets alloués aux bibliothèques, c'est pas forcément ça. Mais encore une fois, on a une forte augmentation de notre panel au niveau des villes de moins de 10 000 habitants. Donc forcément, on a là aussi l'effet se fait sentir et donc on a des chiffres qui ont un petit peu changé. Encore une fois, ce sera intéressant l'année prochaine de voir et de suivre cette évolution. Donc, les petits budgets en forte croissance, je le disais, et on a quand même plus de la moitié des bibliothèques qui ont moins de 5000 euros pour se lancer sur les ressources numériques. Hein, donc, peu de moyens à l'heure actuelle, au vu effectivement des tarifs faits par les éditeurs sur la plupart des bibliothèques. Et là, alors on arrive, je dirais, dans quelque chose qui est assez intéressant, puisque en fait, on a une disparité énorme en fonction de la taille de la ville. C'est-à-dire qu'on n'a aucune bibliothèque de moins de 10 000 habitants qui a un budget supérieur à 10 000 euros sur les ressources numériques. Et zéro, aucune. La plupart, plus de 70%, ont moins de 2 000 euros pour se lancer sur les ressources numériques. Donc ça, c'est une incidence forte sur forcément le nombre de ressources numériques qu'on peut proposer. Et ça doit aussi alerter les éditeurs sur le fait qu'on ne peut pas proposer les mêmes tarifs à des grandes villes ou à des petites villes. Parce qu'on voit, à contrario, que sur les villes de plus de 100 000 habitants, là, on a presque 50% des villes de plus de 100 000 habitants qui ont 50 000 euros et plus. Hein, et on a 75% de ces villes de plus de 100 000 habitants qui ont plus de 10 000 euros de budget. Donc des disparités comme ça qui sont vraiment importantes en fonction de la taille de la ville. Quelles ressources numériques sont proposées L'auto-formation est proposée massivement par les bibliothèques. On a deux ressources qui ont le vent en poupe. Sont le livre numérique et la presse en ligne. Euh, donc le livre numérique, on le comprend, on commence à avoir des offres qui sont intéressantes.
Et la presse, c'est amusant parce que ça vient à contrario des chiffres qu'on avait donnés quand on avait vu les bibliothèques sans ressources numériques. On avait vu que sur ces bibliothèques sans ressources numériques, la presse n'était absolument pas une priorité, alors qu'ici on voit que dans les bibliothèques qui ont des ressources numériques, la presse devient une ressource qui a le vent en poupe. Donc, on a ce qu'on peut analyser là-dessus, hein, c'est que dans les bibliothèques qui n'ont pas de ressources numériques, on a surtout des bibliothèques de petite taille, et donc avec des budgets limités, comme on a vu juste avant, avec des ressources comme la presse en ligne qui sont relativement chères. En fait, les bibliothécaires savent d'emblée que ces ressources-là ne leur sont pas ouvertes, et donc ils ne cherchent pas à les lancer. Par contre, sur les bibliothèques qui possèdent des ressources numériques, là, pour le coup, on a des bibliothèques de taille plus importante, avec des budgets plus importants. Et la presse en ligne, comme c'est quand même une demande importante de la part des adhérents, on voit ici qu'on a une ressource qui est plébiscitée par les bibliothèques. Alors, ces histoires de budget, la question m'est posée par Monsieur Foucaï, pardon. Ces budgets sont juste les budgets dédiés au numérique, d'accord? C'est pas le budget global de la bibliothèque. On est vraiment là sur les sommes d'argent consacrées au numérique, aux ressources numériques dans les bibliothèques. Troisième point sur ces typologies de ressources numériques, un nouvel entrant, les prêts de tablettes et les prêts de liseuses, qui entrent tout de suite dans le quatuor de tête, d'accord. C'est pas quelque chose qu'on regardait les années précédentes, mais c'est quelque chose qui est important et qui, je pense, augmente beaucoup ces derniers temps. C'est les solutions de prêt de tablettes et de liseuses, voilà, qui sont proposées par les bibliothèques. La musique, la VOD, les jeux vidéo sont les moins proposés à l'heure actuelle euh, parmi les bibliothèques et parmi les ressources numériques. Alors, comment est-ce que les bibliothèques proposent leurs ressources numériques? 68% des bibliothèques proposent des accès à distance. Parmi elles, 62% proposent également des accès sur place. Donc là, on est vraiment sur une offre euh, globale euh, avec une majorité de bibliothèques qui proposent les deux. Il y a 2 ans, on avait moins de 50% des accès qui étaient des accès distants. Donc on a vraiment une évolution sur ce point-là en 2 ans. Alors de par les portails numériques qui sont de plus en plus en place, la prise de conscience du fait que les ressources numériques à distance sont une opportunité. Euh, sont une opportunité pour les ressources numériques. Ensuite, on a 24% qui ne proposent que des accès distants, donc pas du tout d'accès sur place, donc ça ne représente pas une majorité des choix des bibliothèques. On voit qu'on se dirige quand même vers les deux en même temps, c'est-à-dire une partie d'accès distant, une partie d'accès sur place, et de laisser aux adhérents le choix d'avoir les deux. Et on a encore, bien que ce chiffre soit en diminution, 39% qui ne proposent que des accès sur place. Voilà, donc il y a 2 ans, on était seulement à 11%. On n'était qu'à 11% de bibliothèques qui ne proposaient que des accès à distance. Donc on voit qu'on a là plus de multiplié par deux euh, les accès, les accès à distance. Alors, j'ai une question de Madame Boisson. Toutes les ressources citées sont-elles en accès gratuit au public? Pas forcément, c'est pas des choses qu'on a remontées. Ça, c'est chaque bibliothèque qui voit, et ce serait d'ailleurs le fait d'une question intéressante, savoir si les bibliothèques proposent
leurs ressources de manière payante en plus des abonnements à la bibliothèque, ou si c'est compris à l'intérieur de leur proposition. Je pense que c'est quelque chose qu'on essaiera de vous remonter l'année prochaine. Pour l'instant, on ne fait pas la différence. Et donc, a priori, quand même, dans 90, mais ça, c'est un ressenti personnel, de ce que je vois au cours de tous mes appels, dans 90% des cas, on est sur des choses qui sont gratuites, qui sont mises à disposition gratuitement auprès du public. Voilà. Alors, mode d'accès et typologie de ressources. En fait, on a un lien très grand entre la manière dont une bibliothèque va proposer les ressources numériques et les ressources qu'elle propose. C'est-à-dire qu'on observe, et ça on l'observe en fait, ça fait la deuxième année qu'on a fait ce rapprochement. Donc c'était déjà le cas en 2012 et en fait ça s'est encore renforcé cette année. Les ressources traditionnelles, comme les encyclopédies, comme les livres numériques, par exemple, sont des ressources qui sont massivement sur un support papier, traditionnellement. En fait, elles sont proposées sur place. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, c'est des ressources qui sont liées à des bibliothèques qui ne proposent que des accès sur place. Les ressources, on va dire, innovantes, la VOD, la musique en ligne, les jeux vidéo, euh, l'auto-formation, par exemple, sont proposées plutôt à distance. Bien que l'auto-formation sorte un peu du cas, puisqu'en fait, on a autant à distance que sur place, de par le fait que l'auto-formation, en fait, peut servir à des formations en présentiel. C'est-à-dire qu'on va former en présentiel, on va avoir un outil d'auto-formation en même temps. Donc on voit que ça va vraiment dépendre et qu'on a un vrai lien entre le type de ressources et le mode d'accès. On a aussi une différence entre avec le nombre de ressources, hein, tout simplement. 55% des accès sur place disposent de moins de 3 ressources. C'est-à-dire, et inversement, on a une forte proportion des bibliothèques qui offrent des accès à distance, qui proposent plus de 3 ressources. Donc en gros, si vous restez sur des accès sur place, et les bibliothèques qui restent sur des accès sur place proposent moins de ressources numériques que celles qui proposent des accès à distance. Et comme globalement, on a une augmentation depuis 3 ans du nombre de ressources numériques qui sont proposées par les bibliothèques, bah forcément, ça rejoint le chiffre de l'augmentation des connexions et des possibilités de connexion à distance. C'est vraiment quelque chose sur lequel on se dirige. Euh, Point suivant, la médiatisation et les offres des éditeurs. Donc, après avoir bien étudié les bibliothèques, on va voir un petit peu ce qui se passe dans la médiatisation de ces ressources numériques. 90% des répondants pensent que cela aura une conséquence importante sur leur métier. Là, on est sur un constat euh, où majoritairement vos collègues en fait disent que ça va complètement transformer leur métier. Euh, et donc, que ça va. En gros, on passe de gardien du temple à un métier de médiatisation. Je tempérerai cela. J'ai plus la citation en tête, mais il y a un de vos collègues qui a dit que, en fait, ça ne changeait pas fondamentalement, puisque un bibliothécaire est toujours là pour orienter l'adhérent de la bibliothèque vers les ressources de savoir qu'il recherche. Hein, vous êtes les gardiens du temple, vous vous intéressez à tout ce qui se passe au niveau de la connaissance. Et donc, de toute façon, même quand on parle d'Internet, il y a tout et n'importe quoi sur le web. Vous pouvez trouver des ressources très bonnes, des ressources médiocres et des ressources très très mauvaises. Donc votre travail, c'est toujours de rechercher la bonne ressource, de présenter le bon produit, la bonne solution
à votre adhérent. Et en ce sens, vous êtes toujours investi, vous avez toujours été investi de cette notion de médiatisation, c'est-à-dire que les gens viennent vous voir, ils ne savent pas où chercher leurs réponses et vous allez les orienter. Euh, donc je pense que fondamentalement, votre métier, mais ça on pourra en discuter de vive voix, je pense qu'il y a, ça peut être un débat très long. Mais personnellement, je pense que fondamentalement, les bases de votre métier vont pas changer. On a juste un apport d'une certaine technologie à prendre en compte, mais que en fait, les bases de ce que vous proposez ne vont pas changer. Euh, une bibliothèque sur quatre ne dispose pas d'une personne en charge des ressources numériques. Ça veut dire que une bibliothèque sur quatre qui propose des ressources numériques n'ont pas quelqu'un qui est spécifiquement en charge de ce sujet. Et, euh, et ça c'est mon expérience qui parle, pour les 3 sur 4 qui restent, c'est souvent des stagiaires. C'est-à-dire on est quand même sur un domaine d'activité où on a peu d'investissement sur le long terme pour ces sujets-là. Alors, est-ce que on va dire les bibliothécaires en place ont peur de se lancer vers le numérique par manque de compétences? Est-ce que on est toujours en période de tâtonnement ou en fait on envoie des stagiaires pour regarder un petit peu tout ça? J'ai pas la réponse, mais c'est toujours intéressant de voir qu'on n'est pas, ça manque un peu de pérennité à l'heure actuelle dans les bibliothèques. Troisième point, euh, on a donc sur les 3 sur 4, en fait, on en a une sur deux, plus de une sur deux, qui dispose d'une personne dédiée mais à temps partiel. C'est-à-dire que ça renforce le point précédent, hein. On a comme, enfin voilà, ça revient redire, excusez-moi, hein, je lis des questions en même temps, des fois c'est un peu compliqué, mais on n'a pas de personne dédiée. J'ai une bonne remarque de Monsieur Foucaï. Les missions ne changent pas. Ce sont les compétences demandées qui évoluent fortement. Euh, Effectivement, ça demande un taux d'adaptation, mais je pense qu'il ne faut pas se faire une montagne non plus de la complexité technique. C'est pas quelque chose d'insurmontable, clairement pas. Alors, les modalités de médiatisation. Là, on est sur quelque chose de très intéressant. On a plein de façons de communiquer autour des ressources numériques dans les bibliothèques. On a plein d'idées. Euh, alors, les supports traditionnels restent très très utilisés. Les flyers, etc. Sont très utilisés. Le portail, évidemment, hein, est porté en tête hein, de ces médiatisations. C'est le portail, c'est le lieu privilégié pour faire découvrir les ressources numériques. Euh, on a une meilleure gestion, je dirais, de la presse, que ce soit le journal de la ville ou la presse locale. On a de plus en plus de communication qui est faite dans ces deux médias pour parler des ressources numériques dans les différentes villes. Donc là, on a une vraie prise en compte, de, une vraie évolution hein, qui a été faite sur ces 2 dernières années. Clairement, c'est assez intéressant. Et en plus, ça porte ses fruits, hein. C'est-à-dire que moi, quand je parle avec certains clients, les clients qui ont fait cette démarche de parler dans le journal de la ville, dans la presse locale, etc., y a un vrai retour de la part des adhérents vers ces ressources numériques. Et alors la grosse évolution entre 2011 et 2013, c'est les ateliers de présentation. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, vous voyez, on n'avait presque pas d'ateliers de présentation, très peu. Et maintenant, on arrive dans plus de 60% des cas à ce que chaque bibliothèque, ou presque, fasse un retour sur des ateliers de présentation au public. Alors, là, c'est vraiment très satisfaisant. Bon, je dirais qu'on pourrait atteindre les 100%, ce serait encore mieux. Mais on a un vrai changement d'attitude, entre guillemets, quant à ce point-là.
sachant que vraiment ces questions-là seront posées aux bibliothèques qui ont des ressources numériques, bien évidemment, hein. Donc, euh, donc on a un vrai changement à ce niveau-là. Dernier point, une bibliothèque sur 3 seulement, je dirais, communique via les réseaux sociaux. Alors attention aux réseaux sociaux, je pense qu'on pourriez faire un petit peu plus d'efforts là-dessus, je vais être un peu direct. Mais les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est vraiment consulté par les jeunes en particulier, qui est un public qui va être un public privilégié pour les ressources numériques parce que on est dans des habitudes culturelles, ils ont plus l'habitude presque d'aller sur leur tablette que de lire un livre. Dommageable ou pas, le débat est pas là, mais on est vraiment sur des habitudes culturelles qui sont là. Et donc, les jeunes ont tous un compte Twitter, moins de compte Facebook, ça commence à se décaler, mais la communication sur les réseaux sociaux est vraiment importante. Et dans le cas en plus où on parle de ressources numériques qui permettent à la bibliothèque d'ouvrir plus longtemps, d'accéder à distance auprès des jeunes. Un jeune qui va faire ses études dans une autre ville va probablement garder son abonnement à la bibliothèque pendant quelques temps. Et le fait de communiquer avec lui via les réseaux sociaux, de lui dire que le portail est accessible depuis partout, qu'on lui propose de la VOD, de la presse, de l'auto-formation. Voilà, ça peut avoir un vrai intérêt. Il faut vraiment prendre ça en compte dans le suivi de ces populations, parce que ben, en fait, le numérique demande une adaptation en termes de compétences, évidemment, mais c'est une vraie opportunité dans le fait de conserver vos adhérents. Et un jeune, même s'il quitte la ville, il a de fortes chances de rester à la bibliothèque et de continuer à utiliser vos services. Donc, les réseaux sociaux sont un moyen privilégié. euh, euh, c'est un moyen privilégié de communiquer avec eux. Alors, j'ai une remarque de Luce Martin qui me dit ah, c'est intéressant, je ne pensais pas que les ateliers de présentation des ressources fonctionnaient. Alors, tout dépend ce qu'on veut dire au niveau du fonctionnement. Euh, Est-ce qu'il y a un vrai. Enfin, quel est l'impact sur le public? Ça, c'est difficile à déterminer pour nous en tant que vos déclics. Par contre, ce qu'on voit, c'est que les bibliothèques se lancent massivement vers ce type de communication. Et donc, on a un vrai entrain sur le fait de communiquer auprès du public sur les ressources numériques. Voilà, c'est ça qui est intéressant à voir avec ce chiffre-là. Alors, je vais faire un petit focus parce que c'est quelque chose qui m'a interpellé quand même sur un petit manque au niveau de la médiatisation, hein, toujours à notre sens. On pourra en discuter lors de l'ABF, ce sera très intéressant. Mais on a seulement 38% des bibliothèques qui utilisent l'envoi d'un email aux inscrits. C'est-à-dire que vous avez en réserve des capacités à communiquer avec vos adhérents, à les faire, à avoir un suivi auprès d'eux sur les ressources numériques qui est sous-utilisé. Euh, Et notamment, c'est sous-utilisé en grande partie parce qu'en fait, souvent, vous les avez pas, les emails, hein. Alors, je sais que c'est compliqué, c'est pas quelque chose de simple à mettre en place, mais n'oubliez jamais que vous êtes pas, vous êtes une bibliothèque, c'est-à-dire que vous êtes un service public qui est plébiscité par la population. Vous faites partie des services publics qui veulent être protégés par les Français. Les Français tiennent à leur bibliothèque, même s'ils n'en vont pas forcément. Vous avez quand même, si aujourd'hui on disait aux Français qu'on supprimait toutes les bibliothèques, je pense qu'il y aurait pas mal de mouvements. Euh, et donc, quand vous demandez un email à un adhérent, que vous leur envoyez des emails pour les intéresser à tel ou tel sujet, les relancer sur telle ou telle chose qu'ils ont faite, ce sera pas mal perçu par vos adhérents. Étant en plus, les newsletters, hein, vous êtes obligé de permettre à l'utilisateur final de les bloquer, donc de s'en désinscrire. Mais vous avez là vraiment un potentiel de communication qui est important et qui, je pense, sera bien reçu de la part de vos adhérents. Donc on surveillera ce chiffre de manière importante en espérant que quand on se retrouvera dans 2 ans, eh ben, on sera arrivé au même niveau
que pour les formations en présentiel, enfin que pour les ateliers de présentation. Parce que je pense que là, vraiment, en termes de médiatisation, il y a quelque chose à faire, hein. N'ayez pas peur d'être considéré comme du spam, parce que ce ne sera pas le cas. Clairement, vous n'êtes pas Amazon ou un service marchand qui attaquerait des gens contre leur volonté, d'accord. Vous êtes un service public qui est plébiscité par la population. Donc, servez-vous de cette force. Alors, perception des bibliothécaires par rapport au taux d'utilisation des ressources. Les bibliothécaires sont globalement satisfaits de la qualité, de l'ergonomie des services et du support des ressources. Donc en gros, sur ces points-là, on a plutôt de la satisfaction par rapport à la qualité des ressources qui sont proposées. Euh, Tant mieux. C'est vraiment le but. 36% pensent que moins de 5% utilisent leurs ressources, contre 60% en 2012. Donc en 2012, on avait 60% des bibliothécaires interrogés qui pensaient que moins de 5% des inscrits utilisaient les ressources. Aujourd'hui, on est à 36%, donc on a divisé ce chiffre par deux. Donc forcément, on a une perception de la part des bibliothécaires sur une montée en utilisation de ces ressources numériques par les adhérents. Voilà. Alors là, on revient sur un petit point, je pense, sur lequel il faut s'interroger. Un bibliothécaire sur 5 ne demande pas de retour d'expérience, quel qu'il soit. Euh, on a très rarement des retours, je ne sais pas, sous forme de tests, de questionnaires, etc., sur les ressources numériques. Et donc, vous ne pouvez pas avoir de retour fiable sur l'utilisation et la perception qui est obtenue auprès des adhérents des bibliothèques sur ces ressources. Je pense que là, il y a vraiment des questions à se poser sur comment savoir si vos adhérents sont intéressés par telle ou telle ressource. Évidemment, on a les retours statistiques des différents éditeurs, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin, vous directement auprès de vos utilisateurs. Euh, Alors, les évolutions souhaitées auprès des éditeurs. Une structuration de l'offre autour de l'illimité, ça dure depuis 2 ans, clairement. C'est quelque chose qui est demandé aux éditeurs. D'accord. Et on a quelque chose par contre de nouveau qui est arrivé. C'est la compatibilité mobile-tablette, hein, qui est de plus en plus demandée. Bah forcément, hein, si on augmente le prêt de tablettes et de liseuses, bah, on va demander aux ressources numériques qu'elles soient compatibles avec, hein. Puis ça correspond à une évolution aussi de l'utilisation des appareils par la population. Derrière, il y a 5 ans, les tablettes, on n'en parlait même pas, ça n'existait pas. Aujourd'hui, c'est un point d'accès privilégié à l'information et aux ressources numériques de bibliothèques. Plus d'accompagnement pour la médiatisation. C'est quelque chose qui est demandé régulièrement. Des outils de présentation, des mises à disposition de marque-page, de posters, etc. C'est quelque chose que vous voulez que les éditeurs vous fournissent. Et enfin, alors j'étais un petit peu vite, la possibilité d'intégration dans le portail. Là, on est arrivé à un niveau de maturité là-dessus, avec une intégration type SSO qui est demandée auprès des bibliothèques. Euh, donc le SSO, oui, pardon, qui est vraiment demandé et plébiscité auprès des éditeurs. On a même fait une réunion au Carrel où ça a été une demande très directe. Enfin, au Carrel, on a fait une réunion, c'était la semaine dernière ou la semaine précédente. Je me perds un petit peu, je crois que c'était la semaine dernière. Il y avait 75 bibliothèques qui étaient réunies pour discuter de ressources numériques. Et ça a été une demande clairement faite auprès des éditeurs, c'est de systématiquement proposer une intégration complète à l'intérieur du portail.
Enfin, et pour le dernier point qu'on devait aborder aujourd'hui, l'enquête BDP. Donc l'enquête BDP, qu'est-ce qui ressort de cette enquête? 30% des bibliothèques municipales répondantes font partie d'un réseau, d'accord, donc majoritairement des villes de moins de 10 000 habitants, mais c'est pas le cas dans tous les départements. On en a un tiers qui déclare avoir été financé par la BDP, avoir eu des ressources financées par la BDP. Et dans tous les cas, de toute façon, on a une action des BDP, que ce soit par des journées d'information, de la formation, des tests de ressources numériques mis en place par la BDP. Enfin, on a vraiment un travail de faire connaître les ressources numériques auprès des petites bibliothèques de la part des BDP. Alors, on a une grosse action là-dessus et on voit bien l'engagement des BDP se diriger dans ce sens. Donc, on a fini pour la présentation d'aujourd'hui. Je rappelle que c'était vraiment un point de vue peut-être un petit peu en survol, mais c'est clair que 1 heure en webinar comme ça, on peut pas être exhaustif sur le sujet. Donc je vous invite à venir, si vous le pouvez, nous rencontrer sur le salon de l'ABF. Donc le vendredi, c'est le vendredi matin à 10h30. On a une conférence d'1 heure ou 1 heure et demie auquel vous êtes invité à participer, où on vous présentera ces chiffres et surtout on pourra échanger de vive voix sur ces sujets-là. Et vous pourrez d'ailleurs échanger entre vous sur ce que vous avez pensé et des enseignements que vous retirez d'une enquête de ce type. On en arrive à la partie questions-réponses. Donc je vais lire vos questions au fur et à mesure, vos interventions, euh, et, les, euh, et les commenter si c'est possible. Alors, j'ai une remarque de Madame Panchina qui m'a été faite tout à l'heure, donc je la lis. Du coup, je trouve dommage qu'il n'y ait pas d'adaptation budgétaire pour vos déclics en fonction de la taille de la bib. Moi qui suis dans une toute petite bibliothèque, ça demande une grande réflexion avant de se lancer. Alors, c'est pas vrai qu'on n'a pas d'adaptation en fonction de la taille de la bibliothèque, au contraire. Le coût est pas le même que vous soyez une petite bibliothèque ou une grande bibliothèque. En gros, on a 4 strates. Les villes de moins de 10 000 habitants, des villes entre 10 000 et 25 000 habitants, des villes entre 25 000 habitants et 100 000 habitants, et les villes de plus de 100 000 habitants. Alors, on est obligé de fonctionner comme ça par échelle, parce que sinon, si on fonctionne à un tarif fixe en fonction du nombre d'habitants, ça va pas aller. Et cette répartition, justement, on l'a mise en place pour tenir compte de cette variabilité en fonction de la taille de la commune. Euh, alors, on peut toujours discuter du fait qu'on peut affiner les choses et qu'on peut avoir plus de segments. Ça, je suis entièrement d'accord, et ça fera d'ailleurs certainement l'objet de négociations, puisqu'on doit négocier avec le CAREL en 2015. Donc Vodéclic en fait et le CAREL négocient ensemble les tarifs pour le proposer aux bibliothèques, d'accord. Donc ça fera certainement l'occasion de négocier justement ces panels-là. Mais Vodéclic tient compte de la taille de votre ville. Ensuite, si vous voulez qu'on discute plus particulièrement de votre situation, Madame Panchna, n'hésitez pas à m'appeler directement. On pourra discuter et je vous explique tout ça. Une réflexion de Madame Alexandra Boisson. Dans notre médiathèque d'une commune de moins de 12 000 habitants, nous leur demandons à l'inscription et nous leur expliquons l'utilisation qu'on en fera. Donc, je pense qu'on parlait des adresses mail. Et elle conclut par ils apprécient beaucoup d'être informés de cette façon. Donc ça confirme vraiment ce que je disais et la perception que moi j'en ai. C'est que la bibliothèque tient une place à part, vous n'êtes pas un service marchand et donc pas considéré comme tel par vos adhérents, et c'est vraiment une opportunité dans la médiatisation que d'avoir ces adresses mail. Je pense vraiment.
Alors, Monsieur Foucaï me demande intégration type SSO, point d'interrogation. Alors, le SSO, c'est un vilain acronyme, et en plus d'un anglicisme qui signifie, qui veut dire littéralement Single Sign On. La traduction française est authentification unique. C'est la possibilité pour l'adhérent, une fois qu'il est connecté, donc identifié à l'intérieur du portail documentaire, hein, il a rentré son identifiant mot de passe dans le portail documentaire. C'est l'opportunité pour lui, au moment où il clique sur une ressource numérique, d'être automatiquement authentifié dans cette ressource numérique. Voilà, c'est ça qu'on appelle une connexion type SSO. Bonjour, y a-t-il donc sur le site, alors monsieur Copin, euh, un habitué de nos webinaires, qui demande si sur le site Vodéclic, est-ce qu'on a une partie communication avec maquette, marque-page, mail type, etc. pour diffuser notre ressource vis-à-vis des usagers? Non, pas encore. C'est clairement quelque chose qu'on a en tête, d'autant plus qu'on a vu dans notre enquête, hein, que c'est quelque chose qui ressort fortement. C'est une demande forte de la part des bibliothécaires pour pouvoir communiquer dans de bonnes conditions. On essaye de voir pour nous ce qui est le plus opportun. Je pense que c'est le bon mot à mettre en place. C'est-à-dire qu'on ne veut pas rentrer dans des choses qui ne serviraient à rien. On essaie d'identifier ce qu'il marche. Par exemple, on a longtemps parlé de rematérialisation, au sens où on mettait des livres fantômes ou des supports fantômes dans les rayons de la bibliothèque. En fait, il y a un assez faible retour. C'est-à-dire qu'il y a un an, j'en entendais beaucoup parler. En fait, il y a un assez faible retour de la part des utilisateurs, a priori, sur ce type de choses. Donc, à mon avis, on se dirige plus vers des choses comme des posters ou des marque-pages que vous pourriez offrir à vos adhérents. Bref, on est encore en train d'y réfléchir, mais on vous proposera quelque chose rapidement, je l'espère. On essaye aussi d'avancer avec les fournisseurs de portail d'ailleurs sur la possibilité d'améliorer la médiatisation de ressources numériques sur les portails documentaires, en vous mettant à disposition un certain nombre d'articles, de ressources que vous pourriez pousser sur les pages d'accueil de vos portails pour communiquer sur telle ou telle ressource. Voilà, c'est des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir. Euh, Ça avance, pas aussi vite que je l'espérais. Clairement, et mon équipe, on est un petit peu pris par le temps. Mais on l'a toujours dans un coin de la tête parce qu'on sait que c'est important pour vous. Ouais, je suis désolé, monsieur Copain, ça va arriver, je vous promets. Euh, alors, j'ai une question de Madame Wally, ou Vali, je suis désolé si je prononce mal votre nom. Dans cette enquête, y a-t-il, pardon, des chiffres sur les critères que privilégient les biblios pour choisir les ressources numériques? Il me semble que dans l'enquête finale, celle qu'on va vous envoyer d'ailleurs en format PDF ou en format papier, il me semble qu'il y a des chiffres qui recoupent ça. Donc c'est intéressant, je le remontrerai, on pourra en discuter à la BF. J'ai pas les chiffres en tête, je vous dirais des bêtises si je vous disais les choses là. Euh, euh, En gros, ce que je peux te dire rapidement sans avoir trop peur de me mouiller, c'est qu'on a une différenciation en termes de taille de la ville par rapport aux ressources proposées et en fonction du tarif de ces mêmes ressources. On l'a vu avec la presse pendant la présentation. La presse est plébiscitée par les villes de grande taille et vraiment très proposée, la presse en ligne, hein. Par contre, les bibliothèques de petite taille n'ont pas les moyens de se l'offrir. Donc en fait, on a une différenciation à ce niveau-là. Euh,
Ensuite, plus dans le détail, je vous dirai des bêtises, je préfère rien dire que vous dire des bêtises. Donc du coup, bah, on vous enverra l'enquête définitive, donc vous aurez un peu de retour là-dessus, et je chercherai à ce qu'on fasse un retour là-dessus sur la conférence ABF. Voilà, alors je crois que j'ai plus de questions. Donc du coup, on a fait un petit peu le tour. Je remercie tout le monde de votre présence. Euh, Ah si, j'ai encore des choses qui arrivent, pardon. Alors, Madame Guidi, Madame Hélène Guidi de Aix-en-Provence, que je connais bien. Bonjour Madame. Le budget n'augmente pas, au contraire, les offres oui. Donc, on ne peut pas continuer sur des tarifs trop élevés, même pour les plus grandes. C'est toujours la même guerre du budget, effectivement, et du fait d'avancer sur les ressources numériques. Je dirais qu'il y a sûrement des choix à faire à ce niveau-là, et que au niveau de budget actuel, il y a deux tendances. Il y a la tendance euh, crise, il y a le contexte de crise qui est là, bien entendu, qu'on ne peut pas nier. Néanmoins, les chiffres que je ne vous ai pas présentés là, mais qui sont importants, c'est que le budget moyen alloué aux ressources numériques sur l'ensemble des bibliothèques est en augmentation. C'est-à-dire que même dans un contexte de crise, globalement, sur l'ensemble des bibliothèques, en moyenne, une bibliothèque met plus d'argent qu'il y a 2 ans sur la table. Alors évidemment, on est sur un niveau statistique, donc bon, j'ai plus les chiffres exacts en tête, mais disons que si on est passé de 5 000 à 10 000 euros en moyenne par bibliothèque, on a des bibliothèques pour lesquelles on va avoir des baisses de budget et d'autres des augmentations de budget, on s'entend bien. Les statistiques sont remplies de cas particuliers, mais en moyenne sur l'ensemble de la France, on a une augmentation du budget moyen alloué. Euh, donc, et dans un contexte de crise. Donc on peut imaginer que dans quelques temps, avec, espérons-le, la résolution de cette crise, on puisse avoir des budgets plus importants. Deuxième point qui est intéressant, c'est aussi une prise de conscience de la part des élus de l'importance de proposer des ressources numériques. C'est-à-dire que on a de plus en plus cette augmentation en temps de crise, elle est liée au fait que les élus se rendent compte que si on veut garder et pérenniser la place de la bibliothèque, il faut s'adresser à des publics euh, plus larges. On a aussi toute la problématique d'ouverture des bibliothèques, auxquelles les ressources numériques répondent à moindre frais, mine de rien. Euh, donc on a des budgets, le mythe en gros que les budgets baissent, c'est vraiment pas vrai partout et ça c'est contredit par les statistiques. Enfin en tout cas les statistiques que nous remontons. Voilà, je vais clôturer ici ce webinar. Terminer par vous dire donc, que vous allez tous recevoir un email avec l'enregistrement vidéo de ce webinar. Vous rappelez également euh, donc voilà, envoi de présentation et des coordonnées et de nos coordonnées. Vous pouvez consulter notre blog où on va certainement sortir une série d'articles avec des focus particuliers sur tel ou tel point de cette enquête, hein, parce que on va la faire vivre un petit peu pendant quelques temps en vous proposant des focus sur tel ou tel sujet, hein. Là, on a vraiment vu une vision globale, mais on pourrait vraiment rentrer dans les détails. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur le blog blog.vodéclic.com. Vous pouvez nous appeler, évidemment, on répondra à vos questions. Voilà, et surtout, venez nous rencontrer. Donc, ce sera le vendredi 20 juin à, euh, à 10h30. Euh, alors oui, il y a une faute ici, ce sera bien le vendredi 20, d'accord, à 10h30.
pour venir voilà, avoir le retour d'expérience, peut-être faire un focus plus ciblé sur tel ou tel sujet que vous voudriez qu'on approfondisse. Le fait d'être en vive voix, ça permettra vraiment ça. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.